Euh, Euh, oui, je pense que c'est une mesure de la diffusion de la vitesse relative. exactement. Diffusion de vitesse relative. Concrètement, pourquoi on s'intéresse à la diffusion de la vitesse relative? Pendant que vous réfléchissez, je vais commencer à écrire l'énoncé, mais gardez en tête qu'il faut répondre à la question. Donc, je vous écoute pendant que j'écris l'énoncé. Comme ça. Et puis, si vous avez un blanc, ben, gênez-vous pas à retourner dans les notes de cours. TP, c'est là pour échanger, pas juste pour me regarder faire des exercices. OK, donc nous, on avait dit que T01 est égal à 256 Kelvin. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? On a notre P01. P01, ça c'est égal à 54 kPa. VA, 150 mètres par seconde. On a un débit massique de 25 kg par seconde. On a un ratio de pression désiré, donc on vise ce ratio de pression-là ici, de 1,4. Donc, vous voyez que pour un étage de compresseur axial, on ne peut pas avoir un ratio de pression très, très, très élevé. Donc, c'est quand même juste un ordre de grandeur qu'on vous donne, mais pour vous donner une idée du compresseur centrifuge, on pouvait aller jusqu'à 8, dépendamment du type d'alliage utilisé. Donc, ici, le RPM, donc on est à 20 000. RPM, VU, VU à l'entrée, VU1, 0 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que l'écoulement est purement axial. RT1, donc le rayon en bout des lettres à l'entrée, 0,22 mètres. Et R1, donc rayon à la racine. Donc, c'est ici 0,11 mètres. Donc, les données thermodynamiques qu'on utilise ici, donc R est égal à 287 joules. Oups, ça c'est un peu là. 287 joules kilogramme Kelvin. Le CP utilisé ici, ça va être égal à 1005 joules kilogramme Kelvin. Et gamma, le ratio CP-CV, 1,4. OK. Donc, je vous ai posé une question. Donc, vous avez eu le temps. Ouais. Je pense que on utilise le nombre d'heures pour s'assurer qu'on a une réduction optimale de vitesse relative entre l'entrée et la sortie du rotor. OK, excellent. Optimal dans quel sens? Ça veut dire quoi? Si on est plus haut, plus bas, mets-moi un peu en contexte, c'est-à-dire le point 72, on avait dit qu'on l'avait déterminé de façon expérimentale. Donc, je ne cherche pas à que vous me disiez pourquoi ce point 72 et non pas point 75. C'est pas ça ma question. Mais ma question, c'est de savoir ça implique quoi sur notre ratio temps vers 1? Ça implique quoi sur notre ratio temps vers 0? Parce que si je me souviens, on avait parlé de la zone de succion et puis la zone de pression. Donc, quand notre ratio, je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense que quand notre ratio tend vers 1, c'est comme si l'angle d'attaque au niveau de la lettre là est trop prononcé et puis on aura sûrement risque de décollage de la couche limite. Je ne suis pas vraiment sûr. OK, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Donc, c'est quand même, tu vas dans la bonne direction. Il y a peut-être un petit détail ici qu'il faudrait recorriger, mais oui, quelqu'un va essayer quelque chose? Oui, moi, j'aimerais essayer quelque chose.
En fait, on s'était dit la semaine dernière que l'écoulement est soumis à un gradient de pression positif. Donc, ce qui fait que, il y a le risque de décrochage a été levé. Donc, on s'arrange pour pouvoir réduire le rapport de pression au niveau de chaque étage le plus sécuritaire possible pour ne pas augmenter le risque de décrochage. C'est ce que j'ai retenu en réalité là. OK, excellent. C'est très bien. Quelqu'un d'autre veut essayer quelque chose pendant que je finis mon dessin? Donc, pour le compresseur, disons, ouais, comme ça ici. OK. Donc c'est très bien. Donc, on s'intéresse à le critère en tant que tel s'intéresse à la vitesse relative. Donc, vitesse relative, ça veut dire que c'est l'écoulement vu tel que si on était assis sur le rotor ou dans la référence du rotor. Donc, VR2 sur VR1. Et donc, le critère ici, on nous dit qu'on veut utiliser 0.72 parce que c'est la valeur optimale selon notre critère. Mais on sait que ce qui est recommandé, c'est plus grand ou égal à 0,72. Donc, dans le cas optimal, on va viser VR2 sur VR1 qui est égal à 0,72. Si vous êtes trop conservateur, ben vous êtes dans le cas quasiment d'une aile qui est pratiquement une ligne droite. Et une aile qui est pratiquement une ligne droite, ça veut dire que la vitesse d'entrée, donc ça ici, c'est notre point 1, le bord d'attaque. Donc pour chacun des, c'est trois cas parallèles, hein, c'est pas le trois aubes du même rotor, évidemment. Là, si je fais trois situations parallèles, comme ça ici. Donc, ça ici, vous êtes dans le cas trop conservateur, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas décrocher, mais vous n'allez pas compresser non plus grand-chose. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes un peu trop, comme je disais, conservateur. Donc là, vous avez VR2 sur VR1, hein, qui est à peu près égal à 1. C'est-à-dire que la vitesse sort avec la même orientation et la même grandeur qu'à l'entrée. Donc, ici, il y a zéro risque de décrochage pour la couche limite, mais vous ne comprimez pas grand-chose. Dans votre ratio de pression, là, ça va être 1,001 peut-être. Donc, vous n'allez pas comprimer grand-chose. Donc, ça ici, c'est le cas avec très, très faible risque de séparation de couche limite, mais très peu de compression. Ici, vous êtes dans le cas optimal. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, la variation de VR, c'est directement lié à la variation de VU. Donc, variation de VU, on avait dit que c'était delta, non, c'était VU2 moins VU1. Donc, plus le delta V est grand, donc plus vous allez avoir un ralentissement de la vitesse relative en 2 par rapport à l'entrée. Et donc, vous avez un certain ratio de compression à obtenir dans l'ensemble du compresseur. Et vous pouvez arriver, disons, vous pouvez faire vos calculs de façon théorique et dire, moi, mon compresseur va avoir un seul étage. Je veux avoir un ratio de pression de 10, puis je veux l'obtenir avec un seul étage. D'un point de vue du calcul, comme on les fait, je veux dire, vous n'allez pas arriver par un calcul impossible à faire ou une division par 0 ou quoi que ce soit. Vous allez tout simplement arriver à la conclusion que la variation delta V pour un seul étage va être trop grande. Et donc là, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans la situation où que votre ailette va être beaucoup trop recourbée. Et donc ça ici, c'est le cas typique de la situation où vous avez VR2 sur VR1 qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus petit que 0,72. OK? Donc, ça ici, clairement, on ne veut pas être ici. Et d'ailleurs, quand vous voyez une ailette qui est aussi recourbée que ça veut dire que vous êtes dans la turbine, hein, parce que la turbine, vous êtes dans une situation où le risque de séparation de la couche limite
est beaucoup plus faible. Donc, on n'est pas dans la même chose, dans le même contexte. Donc, pour un compresseur, ça ici, c'est inacceptable parce que c'est clair que l'écoulement va décrocher et que si l'écoulement décroche, ben, à ce moment-là, comme je vous ai dit tantôt, ben, vous faites juste brasser de l'air. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation où l'écoulement va faire quelque chose comme ça ici, puis il va se mettre à tourbillonner en arrière comme ça ici. L'écoulement va tourbillonner comme ça ici. Et vous allez avoir quelque chose comme ça ici. Alors qu'ici, vous êtes dans la situation optimale ou que vous avez une certaine déviation. Et ici, vous avez 0 déviation. Donc, 0 déviation, donc ça veut dire aucune variation de quantité de mouvement angulaire. Si vous n'avez aucune variation de quantité de mouvement angulaire, c'est que vous ne faites aucun travail. Donc, ça veut dire que vous faites juste essentiellement il va y avoir un petit peu de travail qui va être donné. Il va y avoir une légère variation de delta V, mais essentiellement loin du 1.4 qu'on cherche. Donc, ça ici, c'est inacceptable parce qu'on est juste trop conservateur. Et ça ici, c'est ce qu'on recherche ici. Donc, l'idée, donc ça ici, je vais juste mettre ça à côté, comme ça. Donc, l'idée ici, c'est de viser, dans une phase préliminaire, de viser le point 72 parce que c'est un critère qui est facile à obtenir. Donc, c'est sûr qu'à fur et à mesure que vous progressez dans la conception, vous allez utiliser des analyses numériques pour vous assurer que vous pouvez être, que vous êtes au maximum de la cambrure. Donc, la cambrure, c'est le terme utilisé pour déterminer si c'est faiblement cambré, ça c'est légèrement cambré et ça c'est fortement cambré comme profil. Donc, ici, pour ajuster la cambrure optimale, donc c'est sûr que ça ne se fait pas avec un critère aussi simple que ça, il faut faire des analyses CFD, mais comme critère de conception préliminaire, donc on donne notre point 72. Donc, trop de cambrure, pour résumer, trop de cambrure, ça veut dire séparation de couche limite, on fait brasser de l'air, on ne la comprime pas. Et ici, pas assez de cambrure, le risque de séparation est très, très faible, mais on ne comprime pas beaucoup l'air, on ne fait pas beaucoup de travail sur l'air, donc au final, notre compresseur ne compresse pas beaucoup. Et la situation optimale, c'est de trouver comment on peut courber l'air le maximum, donc le maximum de cambrure, sans avoir la séparation de la couche limite. Donc, c'est cette idée-là ici qu'il faut garder en tête là, derrière l'application du ratio de Haller. Donc, le nombre de Haller ici vient nous donner une façon rapide d'évaluer ce critère-là ou d'évaluer la variation de vitesse tangentielle. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK. Donc, on va commencer ici. Donc, en A, on demande les angles d'écoulement relatifs. Donc, en A, comme ça ici. Donc, on a VU1 qui est égal à U moins VA1 tangente alpha R1, comme ça ici. Et donc, ça ici, on peut y venir isoler notre alpha R1. Donc, ça, c'est notre angle relatif à l'entrée du rotor. Donc, alpha R, c'est l'angle d'écoulement relatif. Donc, c'est l'angle que fait notre vecteur vitesse VR par rapport à l'orientation de notre ailette. Et donc, ça ici, ça va nous donner tangente moins 1 de U moins VU1 sur VA1, comme ça ici. Donc, on ne connaît pas notre U. Donc, le U, ici, c'est la vitesse de rotation de notre rotor appliquée au rayon moyen. Donc, ça ici, ça va être oméga, qui est en radians par seconde, multiplié par notre rayon moyen, comme ça ici. Donc, ça ici, on peut déterminer. Donc, on est à 20 000 RPM. Donc, ça veut dire c'est 2 pi fois 20 000. Nous, on va avoir la rotation par seconde et non pas par minute. Donc, on va venir diviser par 60 pour l'avoir par seconde. Donc, ça nous donne notre oméga en radians par seconde. Par la suite, on vient calculer notre rayon moyen. Donc, on nous a donné dans l'énoncé le rayon à la racine et en bout d'ailette. Donc, 0, donc, c'est une moyenne algébrique. Hein, ça, je n'ai pas besoin de faire le détail. Donc, 0.22 plus 0.11 divisé par 2, comme ça ici.
Donc, ça ici, ça va nous donner 345. Donc, 345,6 mètres par seconde. Donc, ça nous donne notre U. Donc, à partir de là, on a tout. Oui, est-ce qu'on a tout? On a U. On vient de calculer U. Le VU1, on a dit que l'écoulement était purement axial. Et donc, on a VU1 est égal à 0. Et le VA1, lui, c'est donné dans l'énoncé également. Donc, on peut passer à l'évaluation numérique de notre VU ou de notre alpha R plutôt. Donc, notre alpha R ici, alpha R1, ça va être tangente moins 1 de 345,6 moins 0, on est purement axial, divisé par l'écoulement axial, notre écoulement axial lui-même, donc qui est de 150. 150 mètres par seconde, comme ça ici. Et donc, ça ici, ça nous donne un angle de 66,5 degrés. Donc, ça, c'est la première. Oui? Juste une question là. Pour le VU1, là, c'est U moins VRU1 ou... Ok, vous avez directement exprimé RU1 en fonction de VU1. C'est VA1 ou V1, vous avez écrit là? Ici, c'est U. Ici, c'est VU1. Ça, c'est VA1. Est-ce que ça répond à ta question? Avant ça, là, juste à gauche. Ici? Oui. Ça, c'est VU1, c'est ça? C'est VU1, ouais. C'est la même chose qu'ici, là. Ça, c'est la même équation, c'est juste que j'ai isolé alpha R1 ici. C'est VU1 qui est égal à U moins VA1 tangente de alpha R1. OK, merci. Ouais. Donc, ça vient directement des triangles de vitesse, hein. Donc, OK. Excellent. Donc, là, après ça, on fait la même chose pour alpha R1. Donc, ici, avec notre triangle de vitesse, ici, on peut extraire l'information suivante. Donc, triangle des vitesses ici, alpha R1 comme ça ici. Plutôt, non, ici, on va prendre alpha R2. Donc, alpha R2. Donc, ça peut être obtenu directement avec purement trigonométrique en regardant notre triangle des vitesses. Donc, cos moins 1 de VA2 sur VR2, comme ça ici. Et à ce stade-ci, donc, on avait déjà dit hein, qu'on essaie de garder l'écoulement axial constant, donc c'est-à-dire que VA ici, on cherche à ce que ça soit égal à VA1 qui soit égal à VA2, comme ça ici. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, première des choses. Donc, après ça, ici, ça veut dire que on peut avoir directement, on a ici VR2. Donc, VR2 ici. Donc, on cherche avec le critère de Haller qui soit égal à 0.072 VR1, comme c'est ici. Et à partir de ce critère-là ici, donc ça, on peut obtenir VR1 avec la géométrie des lettres qu'on a obtenue précédemment. On peut obtenir VR2 avec ça ici. Et maintenant, on va utiliser on va trouver VR1 comme ça ici. Parce que VA2, on l'a. On a connaît notre VA2 qui est la même chose que VA, VA1. VR2, on va le trouver avec notre nombre de Haller, mais notre nombre de Haller dépend aussi de VR1. Donc là, il faut trouver notre VR1. Et donc, à partir de là, ici, on va avoir VR1 qui est égal à VA sur cos alpha R1 comme ça ici. Je vais juste m'écrire. VR1 comme ça ici. Et donc, ça ici, je vais écrire comme ça pour sauver. Ouais. En fait, tout à l'heure, quand on calculait alpha R1, ça pouvait aussi être VR1 sur VRA1, quoi. Sur VA1, quoi, en fait.
Il y a toujours plusieurs façons de le faire. Hein. C'est un triangle de vitesse, donc il y a plusieurs combinaisons trigonométriques que vous amenez au même résultat. Donc, je vous encourage fortement à essayer de trouver des méthodes alternatives. Du moment que ça donne la bonne chose et que vous êtes capable de regarder la trigonométrie derrière ça, ça va vous. C'est une excellente chose de trouver des chemins alternatifs. OK. Donc ici, alpha R1, c'est 66,5 qu'on avait déjà déterminé. Et donc ça ici, ça va nous donner notre VR1 de 376,2 mètres par seconde. Donc là, on connaît notre VR1. On sait que VR1 ne peut pas trop ralentir parce que si on ralentit trop, ça veut dire qu'on a fait trop de travail. Et trop de travail est indicateur d'un risque de séparation. Donc, on peut ralentir le fluide à la station 2 de façon à avoir VR2 qui va être égal à 0,72 multiplié par 376,2. Et donc, c'est ici, ça va vous donner 270,9 mètres par seconde. Donc, maintenant qu'on a notre VR2, on peut ici venir calculer notre alpha R2. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, alpha R2, ici, devient égal à cos moins 1. Donc, 150 sur 270. Comme ça. 150 divisé par 270,9. Et c'est ici, ça nous donne 56,4 degrés. Voilà, donc c'est ici. C'est nos angles. Donc, on a notre alpha R1 et alpha R2. Donc, on a nos angles de d'écoulement relatif au rotor pour cet étage-là ici. Donc, c'est ici, c'est le max. On essaie de trouver c'est basé pour le maximum qu'on peut réduire la vitesse relative. On sait que quand la vitesse relative est, en fait, de façon générale, quand la vitesse est réduite, la pression augmente. Donc, ça, c'est entre autres un peu l'idée ici. Donc, on doit faire un travail sur le fluide. Donc, ça va être directement lié au travail. Donc, en fait, c'est une des prochaines questions. Je crois que c'est même la seconde question, là, au point B. Donc, au point B, on nous demande de déterminer la puissance. Et donc, la puissance ici, comme je vous ai dit, elle est directement liée, la puissance est directement liée au delta VU de la variation de la vitesse tangentielle. Mais on avait vu qu'avec le triangle des vitesses, on peut exprimer cette vitesse-là en fonction des angles relatifs. Donc, justement, les alpha R qu'on vient de déterminer. Donc là, maintenant, si on fait notre question B. Donc, question B. Question B, donc, la puissance du rotor. Donc ici, c'est le débit massique multiplié par U, multiplié par A. Et ici, c'est la différence entre tangente alpha R1 moins tangente alpha R2, comme ça ici. Très bien. Donc, on a nos angles. VAU, donc ici, en fait, c'est relativement direct, l'application. Donc, vous avez ici un débit massique de 25 kg/s. U, on l'a déjà calculé à 345,6. VA est égal à 150 et tangente de 66,5 moins tangente de 56,4, comme ça ici. Et donc, c'est ici la puissance. Ici devient 1030 kW, comme ça ici. Donc, 1030 kW,
c'est la puissance nécessaire donc qu'il faut donner au rotor pour être en mesure de obtenir cette variation d'énergie, variation de vitesse tangentielle telle qu'on a calculé précédemment. Donc, en fixant nos angles comme c'est ici, donc là, on peut déterminer les températures, et donc ces températures-là vont nous permettre de déterminer le rendement. Donc, c'est la prochaine question. En fait, en C, on nous demande le rendement de l'étage. Donc, C, comme ça ici, rendement de l'étage. Donc, le rendement de l'étage, hein, c'est la même chose que ce soit, on avait déjà dit, hein, c'est basé sur la sortie et l'entrée de notre étage en question. Donc, H3S, comme c'est ici, moins H01 divisé par H03 moins H01 comme ça ici. En faisant la supposition des CP constants, donc à ce moment-là, on peut réexprimer tout ça en fonction d'un ratio de température. Donc T01 sur T03 moins T01, comme ça ici. Donc, il faut faire bien attention de bien comprendre. Ça veut dire qu'idéalement, donc avec notre T03S, idéalement, si on prend le cas isentropique, donc ça veut dire que pour faire le même travail, on va avoir besoin d'augmenter moins la température à la station 3. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, si on veut, en pratique, notre ratio, notre différence T03 moins T01 va être plus grand parce qu'il faut vaincre du frottement. Donc, c'est pour ça que T03 moins T01 va être plus grand que T03S moins T01. C'est pour ça qu'on fait l'idéal sur le réel. Ça va nous donner quelque chose qui est inférieur à 1. Et ça va nous donner notre efficacité isentropique. OK. Donc, ça ici, il faut regarder en fonction du ratio de pression désiré. Donc, on avait dit qu'on avait un ratio de pression de 1,4. Donc, il faut mettre en perspective ici le fait qu'on cherche à obtenir P03 sur P01 ici, donc qui est égal à 1,4, mais on va l'exprimer ici en fonction des relations isentropiques. Donc, relation isentropique ici, comme ça. Donc, T03S sur T01. Et vous avez ici gamma moins 1. Et donc, ici, donc, entre autres, hein, ce qu'on a besoin pour être en mesure de déterminer notre rendement, c'est notre T03F. Donc, ça veut dire, si on est dans un monde idéal, de combien on aurait dû augmenter, la pression, la température. Parce que là, concrètement, en ayant les vitesses, là, dans le contexte, là, juste pour remettre un peu, pour être en mesure de bien comprendre la mise en situation ici, c'est qu'on nous donne les écoulements et tout. Donc, on est en mesure de déterminer c'est quoi la T03 sur T01. Donc, ça, c'est essentiellement ce qu'on va faire tantôt, tout après. Mais pour savoir c'est quoi le rendement, on a besoin de savoir si on était dans un monde idéal, de combien on aurait dû avoir notre T03S, hein, de combien aurait dû être notre T03S. Et c'est ce qu'on va vouloir obtenir ici. Et donc, T03S, j'isole le T03S ici. Donc, ça, T03S. Donc, ça donne T01 qui multiplie le ratio T03 sur P01. Et là, ici, on a gamma moins 1 sur gamma, comme c'est ici. Et ça, on peut le calculer tout de suite. Donc, c'est ici notre T03S. T01, on avait dit, ça s'est donné dans l'énoncé. T01, c'était 256. Et ça ici, c'est 1,4. C'est donné dans l'énoncé aussi. Et ça, c'est exposant 1,4 moins 1 sur 1,4. Donc, dans un monde idéal, on pourrait obtenir le ratio de pression désiré en ayant une température à la sortie du compresseur de 281,8 Kelvin. Donc, nous, on sait déjà de combien
En fait, c'est quoi l'énergie dépensée? On connaît déjà nos angles alpha R1, alpha R2, donc on sait c'est quoi notre moteur une fois sur le banc d'essai, combien il a besoin d'énergie. On a même calculé la puissance. Donc, la puissance ici, comment on va la déterminer? Donc, faites attention là, pour ne pas vous laisser, comment je pourrais dire, vous laisser tromper, parce que c'est sûr que c'est un ratio de pression qui vise l'étage au complet, P01 sur P03, ou P03 sur P01. Donc, on s'intéresse à l'étage au complet, mais il y a juste le rotor qui fait l'énergie. Donc, ça, malgré que la puissance ici fasse référence seulement les stations 1 et 3, ça représente quand même toute la part d'énergie de l'étage au complet, parce que je rappelle que le stateur en tant que tel, bien qu'il ait un rôle important, on ne dépense pas d'énergie dans le stateur. Donc, rendu ici, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de 1 d'extraire l'information suivante, de dire que T03 est égal à T02, de 1, comme c'est ici, et T02 sur T01, comme c'est ici. Ça, c'est égal à 1 plus delta, U, comme ça, delta VU. Et c'est ici notre delta VU, ça fait directement référence entre la variation à la sortie et variation à l'entrée de notre vitesse tangentielle. C'est ce qui fait un travail. Très bien. Donc, dans notre cas, on avait dit que ça, c'était l'écoulement était purement axial à l'entrée. Donc, c'est ici, c'était en est égal à 0. Donc, ça revient ici. Donc, on peut isoler notre T02 ici et dire que ça représente T01 comme ça ici, que ça représente T02 qui multiplie T01 plus U, V, U, 2, comme ça ici, ça, CP. Donc ici, à partir de là ici, donc on peut extraire notre VU2, et ça ici, ça se trouve être U moins VA tangente alpha R1, alpha R2, comme ça ici. Et ça ici, on peut évaluer. Donc 345,6 moins 150, tangente de alpha R2, 56,4. On avait déjà calculé ça précédemment. Et donc, ça ici, c'est 119,8 mètres par seconde, comme ça ici. Voilà. Et après ça, donc on a notre VU2. On connaît U2. En fait, on a déjà tout pour extraire notre T02. Donc, T02 ici va être égal à T01 qui est 256, comme c'est ici. Donc, ça, je vais peut-être juste... on va mettre ça ici. Juste le décaler un peu comme ça ici. C'est juste une étape intermédiaire. Donc, 256 plus U, on avait dit 345,6 multiplié par 119,8, comme ça ici, divisé par 1005, comme ça. Et ça ici, ça va nous donner une température à la sortie de 119, non, je dis n'importe quoi. Ça donne 297,2 Kelvin. Voilà. Et donc là, ici, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre rendement. On sait que T03 est égal à T01. Donc ça, au final, ça ici, c'est parce qu'on dit que T03 est égal à 297,3 Kelvin. En fait,
On a calculé T02 pour cette raison-là. Et au final, notre rendement, donc le rendement ici, donc ça va être 281,8 moins 256 divisé par 297,2 moins 256. Voilà, donc c'est ici, ça nous donne un rendement de 0,626. Monsieur? Ouais. En fait, il y avait une formule qui donnait P03 sur P01 en fonction du rendement de U delta VU, CP T01, quoi. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est nécessairement le chemin le plus simple. J'aime bien passer à travers pour... Des fois, il y a plusieurs chemins. Là, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Même que une autre façon plus simple, c'est que vous avez ici directement le lien entre pression et variation d'enthalpie. Donc, avec les CP, vous aviez la puissance. Si je voulais l'avoir fait beaucoup plus rapidement, je l'aurais pris d'une façon alternative. Mais disons que je fais différentes méthodes en fonction, juste pour vous familiariser avec les équations. Mais vous auriez pu aussi le faire avec la puissance et mettre en évidence le fait que la puissance, en fait, hein, c'est le débit. Le débit multiplié par ici la variation d'enthalpie, de stagnation aussi. Tout simplement. Et à partir de ça, ici, vous avez pu extraire les T02 et T03 relativement vite. OK. Donc, la suite de ma question, c'est juste, en fait, est-ce que delta VU, on aurait pu l'avoir en fonction de VA, facteur de tangente alpha R1 moins alpha, tangente alpha R2? delta V2? Delta VU, quoi, en fait. Ouais, delta VU. La formule delta VU égale ouais. VA, facteur de tangente alpha R1 moins tangente alpha R2, quoi. Tangente, ouais. Ben, tangente, oui, absolument. Ben, oui, parce que là, tu es dans le cas où que VU1 est égal à 0, donc ça simplifie un peu. Puis, effectivement, donc, ouais, tout à fait. Comme je dis, il y a plusieurs façons de faire les choses. Hein. Vous avez la possibilité de faire différentes façons. Toutes les façons vont être, d'un point de vue thermodynamique, équivalentes. Donc, comme je disais tantôt, je vous encourage à utiliser des méthodes alternatives. Là, justement, quand vous révisez, si vous voulez refaire un exercice avec une méthode différente. Mais oui, tout à fait. Là, mais tout ça revient au triangle des vitesses. Quand vous n'êtes pas trop sûr de l'équation, vous voulez savoir si c'est équivalent, dessinez votre triangle des vitesses. Et puis, en se basant sur ce que j'ai fait, vous pouvez facilement trouver une autre combinaison d'informations pour arriver pour faire votre calcul. Donc, là-dessus, c'est sûr à 100% que quand vous avez le triangle des vitesses sur les yeux, à ce moment-là, vous avez directement les différentes combinaisons possibles. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. L'expression que j'ai utilisée, le rapport de pression T02 sur T01, là. Ouais. Juste, tu peux remonter. Ouais. Non, juste plus haut, là. Ouais, ici. Où on a supprimé le VU1, là. Cette expression-là. Ouais. Est-ce que c'est l'expression qui est liée à l'augmentation de température de stagnation, là? Oui, exactement. Parce que ça, c'est le ratio. Hein. C'est exactement ça. Ce que ça dit ici, c'est que s'il n'y a pas de travail qui est fait, donc si ce terme-là est égal à 0, ben à ce moment-là, on a T01 qui est égal à T02. OK. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de travail qui est fait, ça veut dire que l'enthalpie est conservée entre l'entrée et la sortie du rotor. OK.
Donc, ouais. Donc, en fait, c'est ce que cette équation-là ici dit. Là. Ça, c'est quand même une équation assez importante là, dans la mesure que c'est ce qui permet de vous... c'est ce qui permet justement de mettre les choses en perspective. Là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait un travail, comment le rotor fait un travail sur le fluide. Donc, on le dit souvent, mais comment le visualiser? Le rotor tourne avec une vitesse. Donc, U, c'est directement lié à la vitesse du rotor, donc évalué au rayon moyen, et de combien le fluide augmente sa vitesse. Augmente sa vitesse lorsqu'il est en contact avec le rotor. Donc, c'est un delta VU. Donc, c'est sûr que nous, en fait, juste faire le lien entre la vitesse de rotation U et la vitesse delta VU. Donc, nous, on peut le faire relativement simplement, si on veut, ou directement. Il s'agit juste de mettre des chiffres, mais là, vous comprendrez qu'on n'a pas de géométrie en tant que telle de rotor. Donc, c'est un peu des chiffres qui sont pris dans les airs. Si on veut vraiment faire le lien exact, à savoir comment on fait pour déterminer la variation de delta VU pour un U donné du rotor. Donc là, c'est sûr qu'il faut aller dans des analyses CFD un peu plus poussées. Mais comme je vous disais, un des processus de conception, puis on aura l'occasion de voir ça, je pense, dans l'avant-dernier cours de la session, c'est toujours de se baser sur des valeurs de référence. On a un moteur de référence, c'est dans ce contexte-là qu'on va dire, bon, on fait un nouveau design de moteur qui est très similaire à l'itération précédente. Donc, on va se servir de ces valeurs-là. Et évidemment, à fur et à mesure qu'on va procéder dans les itérations, on va avoir des outils de plus en plus détaillés pour faire le lien justement entre V et le delta V U, comme ça ici. Donc, c'est vraiment... Juste pour être sûr, parce que dans les notes de cours, au niveau de l'augmentation de la température de stagnation, au niveau de T02, c'est delta T0 qui est là-bas. Donc, je suppose que c'est quand on a fait toutes les transformations que vous avez obtenu cette relation-là, c'est ça? Ben, quand on dit delta T0, ça veut dire que c'est des variations de température de stagnation. Quand on met l'indice 0, c'est parce que c'est des températures de stagnation. Oui, oui. OK. Puisque delta T0, ça va être on va dire, mettons, le travail au niveau du compresseur. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'en fait, dans la formule, ils ont exprimé Okay, tu parles de formule de quelle page, là, juste pour que je puisse te suivre? Peut-être que si tu me dis, je peux... Oui, c'est écrit augmentation de la température de stagnation. Non, mais il y a un numéro de page en bas à droite. Dis-moi ça va être plus simple. En fait, j'ai écrit la formule sur une feuille. OK. Donc, je n'ai pas la page directement, mais j'ouvre le document. Juste pour ça. Et ici, j'avais oublié de diviser par un CP. Page 20, je crois. Page 20, OK. Ici, j'avais juste oublié de diviser par CP. Faites attention. C'est ça, en fait. C'est ça le CPT01, en fait. C'est CPT01. C'est le CP qui manquait. C'est le CP qui manquait, là, oui. C'est ça. Donc, c'est quoi la question? C'est à la page 20, justement. Okay, donc, en fait, je me demandais, est-ce que le CP avait disparu parce que vous aviez fait des transformations, tout et tout. Ah non, OK, tout ça, c'était parce que j'avais oublié le CP. Oui, non, je viens juste de rendre compte que j'ai oublié un CP, le 17 ici. J'ai juste fait une heure de transcription. Là. Tout ça, c'est une... Oui, il manquait de CP. Le CP était 01, en fait, que vous avez oublié. Parce que l'expression, c'est delta le TP0, T0 sur T01. Ouais, T01, ouais. Je pense que j'avais juste écrit trop vite l'équation ici. Ouais, il manquait le CP T01 ici. Ça, et puis au début, là, c'est pourquoi je demandais le T02 que vous avez écrit, c'est delta T0, c'est-à-dire le travail entre le point 1 et le point 2, ou c'est T02 directement? Si vous voyez là, je ne te suis pas. Là. Désolé, là, mais ici, s'il te plaît, répète la question en quelques mots. OK, en fait, je demande juste parce que dans l'expression, c'est écrit delta T0 sur T01 est égal à je ne sais pas si vous pouvez aller sur la page, je crois. Ouais. Oui. Donc ici, vous avez fait les transformations, donc du coup, on a pu écrire T02 sur T01, c'est ça? Oui, mais n'oublie pas que T02 est égal à T03. Hein? Oui, oui, oui. OK, donc si je dis T03 moins T01, c'est la même chose que dire T03
2 moins T0, 1. On est d'accord? Oui, ça, je suis d'accord, oui. Ça fait delta T0, right? Ça fait quoi, tu dis? Ça fait delta T0 qu'ils ont écrit. Exact. C'est ça. Tout à fait. Ça ici, là, c'est delta T0. Ouais. Exact. OK. OK, c'est bon. Merci. OK, c'est bon. Merci. Donc, à partir de là ici, donc à partir de ça ici, donc on a notre rendement. Donc, on a notre rendement ici. Là, on était rendu... OK, donc on avait fini la question C. Et là, on fait la question D. Donc, question D, comme ça ici. Question D, donc c'était le nombre de Mach en vitesse relative à l'entrée du rotor. Je vais remettre ça ici. Donc, le nombre de Mach. Donc, on veut avoir le nombre de Mach en 1, mais cette fois-ci, on nous précise explicitement qu'on veut que ça soit basé sur VR1. Donc, sur A1, donc vitesse divisée par la vitesse du son. Voilà. Et à partir de là ici, donc on a A1, ça c'est gamma RT1, voilà, gamma RT1. Après ça ici, pour trouver T1, on va avoir T01, comme ça ici, moins la température dynamique, et un carré sur 2CP. Voilà. Voilà, voilà. Et après ça, ici, on a V1 qui va être déterminé par... Attends, on a V1 au carré comme c'est ici. VU1 au carré. Plus U1 au carré, comme c'est U au carré. Et après ça, ici, donc on va avoir ça ici, on sait que c'est égal à 150. Quoi qu'ici, si je dis n'importe quoi, c'est plus VA1 au carré, en fait. Ouais, V1 au carré. C'est plus VA1. Et après ça, ici, donc, on peut venir évaluer notre T1 directement. Donc, T1, donc ça, T1, ça va être 256, on l'avait, 256, moins 150 au carré, divisé par 2 fois 1005, comme ça ici. Et à partir de là ici, ça donne 244,8 Kelvin. Et donc, avec cette température-là, ici, on va être en mesure de déterminer notre vitesse du son. Et à partir de la vitesse du son ici, donc on a A1, donc ça fait 1,4 de 7, comme ça ici, fois 2, 4,8. Ça ici, on a la vitesse du son. Et à partir de là ici, ça nous donne 313,6 mètres par seconde. Excellent. Donc ça, c'est notre A1. Et la vitesse VR1, on l'avait déjà déterminée plus tôt. VR1, on l'avait déjà déterminée plus tôt. C'était 366,2. OK. Donc ça ici, notre nombre de Mach en 1 basé sur la vitesse relative, 376,2 divisé par 313,6. Et donc, ça ici, ça nous donne 1,2. Donc, j'ai une question, en fait. Oui. En fait, le fait qu'on nous demande le nombre de Mach en vitesse relative plutôt, quand on calcule T1, c'est toujours la vitesse absolue V1 qu'on utilise quand même?
Oui, parce que j'étais tenté d'utiliser la vitesse relative là-bas aussi, mais ça ne marchait pas. En fait. Non, ben c'est ça, c'est que non, ben c'est pas bête de vouloir utiliser la vitesse V1 relative. En fait, peut-être que j'en parlerai le prochain cours, là, mais il y a le concept, quand on veut utiliser la vitesse relative ici, dans ces équations-là, ici, c'est parce qu'on parle de Rotalpie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand vous avez fait votre cours de thermodynamique. Donc, utiliser la vitesse relative VR1 carré ici, dans cette équation-là ici, ça a une implication différente. Donc ici, c'est sûr qu'on parle plus en termes d'énergie en temps normal lorsqu'on utilise cette équation-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir l'énergie totale du fluide. C'est ça qui sert à déterminer justement la vitesse du son. Donc, sauf indication contraire, on va toujours chercher à connaître la vitesse absolue. On va toujours utiliser la vitesse absolue quand vient le temps de calculer notre température. Donc, c'est vraiment température de stagnation moins température dynamique qui va nous donner notre température statique. Mais dans des cas où vous parlez de Rotalpie, par exemple, là, qui est une quantité qui se conserve à l'intérieur du rotor. Donc, par exemple, dans le stator, on conserve la température de stagnation, mais clairement, la température de stagnation n'est pas conservée dans le rotor parce qu'on fait un travail dessus. Donc, c'est toujours bien d'avoir une quantité qui se conserve entre deux stations et cette quantité-là qui se conserve entre la station 1 et 2, donc qui se conserve à travers le rotor, ça s'appelle la Rotalpie. Et en faisant le calcul de Rotalpie, là, on vient utiliser le VR ici. On fait une variante de ce calcul-là et on souhaite utiliser la vitesse relative. Donc, quand on cherche juste à avoir la vitesse du son, si on veut avoir la vitesse du son à la station 1, il faut faire attention de prendre V1. OK, donc ça ici, ça complète notre premier exercice. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet exercice-là ici? OK, donc on va procéder avec l'autre. Donc 5.3. Commençons par 5.3. Euh, 5.2, donc 5.2, on reprend le calcul en 1. Je vais je vais le laisser faire. Et maintenant, on dit, si on considère les données d'opération du compresseur telles que définies au problème 5.1, on demande alors d'évaluer le ratio de compression P02 sur P01, toute autre chose étant égale, qui permettrait d'atteindre un rendement de 96%. Donc là, essentiellement, on veut passer d'un rendement de 63% à un rendement de 96%. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait refaire le design, en quelque sorte, des ailettes pour être en mesure d'aller chercher plus de pression sans faire varier davantage la vitesse relative. Donc, parce qu'on est toujours contraint par le même 0.72, le facteur de Haller, mais c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on a une certaine que le ratio de Haller vient fixer forcément le ratio de pression, et là, on va le voir ici. En fait, c'est un peu le but de cet exercice-là. De comprendre un peu le lien entre tout ça ici. Donc, le ratio de pression, on avait dit qu'il s'exprimait comme P03 sur P01. Et ça ici, c'est T03 F sur T01, comme ça ici, exposant gamma sur gamma moins 1. Et donc là, si on vient expliciter notre rendement pour un étage. Donc ça ici, c'est... vous allez voir que on met des fois des indices ST pour stage, donc c'est le rendement d'un étage. Donc ça ici, je reprends exactement la même équation qu'on avait tantôt, qui est essentiellement T0 3F moins T01 divisé par T0 3 moins T01, comme ça ici. Donc, si on vient isoler encore une fois notre T03S dans cette équation-là, T03S, donc T03S, c'est T01 qui multiplie le rendement
de l'étage, T0, 3 moins T0, 1, comme c'est ici. Et là, ici, si on met avec le nouveau rendement, le rendement désiré, donc ici, ça nous donne 256 plus 0,96 qui multiplie la différence entre 2,97 et 256. Donc ça ici, ça vous donne une température isentropique à la station 3 de 295 Kelvin. Donc, 295 Kelvin, et c'est ça qu'on va utiliser maintenant dans la relation ici. Donc, ça voudrait dire que, donc vous voyez que plus le rendement est élevé, donc plus le rendement est élevé, plus T03S va être élevé. Et donc ça, c'est, si on revient, je crois que c'était peut-être ici. Ouais. Donc, si on revient ici. Donc, plus le rendement va être élevé, en fait, plus les points 3 ici et 0,3 vont être décalés, vers la gauche, ici, comme ça. Donc, plus les points sont décalés vers la gauche, donc plus ça représente qu'on a une variation d'entropie qui est de plus en plus faible. Et entre un rendement de 66 ou 65 et un rendement de 96, donc c'est sûr que ça fait beaucoup de différence. Et donc, le point ici, donc là, ici, est-ce qu'on a notre P01 ici, comme ça ici. Et on va avoir le P03 ici. Donc, les deux points, si on prend les deux points ici, P01 ici, P03 ici, donc la différence entre les deux ici va être réduite avec l'augmentation du rendement. Donc, augmentation du rendement. Et donc, ici, T03S, comme c'est ici, là, on le voit pas ici. Donc, plus ça se décale ici vers la gauche, donc plus cet isobar-là ici se décale ici. Donc, plus la pression ici va être de plus en plus grande ici. Et donc, on va avoir un meilleur rendement, évidemment, un meilleur gain en pression avec un entropie qui augmente. Donc, c'est un peu ça l'idée ici de voir que à fur et à mesure qu'on se décale ici le point P02 ou même le point P03, les deux ici vont se décaler vers la gauche. Donc, la pression de l'isobar en tant que telle va être de plus en plus grande. Plus on se décale vers la gauche, plus les pressions sont élevées. Comme ça ici. Hein. Donc, P03 est plus faible que P02. Hein, on avait déjà dit que ici, comme il n'y a pas de travail qui est dans le stateur, donc la raison pour laquelle P02 ici diminue, c'est vraiment les pertes. Hein. Ici, on a des pertes. Donc, P02 est plus petit que P03. Donc, plus on monte dans le graphique, plus on se dirige dans cette direction-là ici. Je peux le marquer comme ça ici. Donc, plus on se déplace dans cette direction-là ici, donc plus P augmente. Donc, ici, on peut faire d'autres isobars de... C'est pas tellement beau, ça. On peut faire, dans un, on peut faire prolonger celle-là ici. On peut prolonger celle-là ici. On peut en rajouter des comme ça ici. Et donc, plus le point 2 se déplace, plus le point 2 va être avec des pressions plus élevées. Et donc là, ici, l'intersection entre ce point-là, que j'identifie comme étant le point qu'on aurait si on avait un meilleur rendement. Et là, on a toujours notre axe ici. Donc, c'est sûr qu'au lieu d'avoir donc ici T03S, donc on aurait par exemple T03S ici. Donc ici, ce serait T02S. Mais c'est sûr que si on se déplace vers la gauche, donc tous ces points-là augmentent. Donc, au lieu d'avoir l'intersection entre ce point-là ici, ici et ici, on aurait ici entre ici et ici. Et donc, vous voyez que l'idée, c'est de mettre en évidence cette augmentation de température-là ici. Donc, cette augmentation de température-là ici est caractéristique d'un meilleur rendement. Donc, la variation de température ici, d'une évolution isentropique. Donc, on a un plus grand delta T.
OK. Donc, ceci étant dit, donc on a maintenant 2,95. Donc, 2,95, si on remet ça ici dans notre équation, donc P03 sur P01, c'est égal, donc 2,95,4, donc j'avais obtenu 0,4 comme ça ici, divisé par 256. Et ça, c'est exposant 1,4 sur 1,4 moins 1. Et donc, comme il y a eu moins de pertes, on donne, essentiellement, ça revient à dire qu'on donne plus, on donne la même quantité d'énergie, mais il y a moins de pertes. Donc, ça veut dire que l'énergie va faire un travail utile. Ici, le travail utile, c'est d'augmenter la pression. Donc, au lieu d'avoir 1,4, on a 1,65 de ratio de pression. Voilà. Donc, ça ici, c'était tout simple, comme, je veux dire, simple en termes de... Il n'y a pas beaucoup d'étapes intermédiaires, mais ça vaut quand même la peine de regarder l'ensemble du diagramme TS ici pour mettre en perspective qu'est-ce que ça implique lorsqu'on augmente le rendement. C'est un bon exercice de visualisation de voir qu'est-ce que ça implique quand on augmente le rendement, qu'est-ce que ça implique sur les pressions et les températures isentropiques. OK. OK. Est-ce que vous avez des questions sur le 5.3? OK, 5.3, c'est correct. Donc ici, on va faire 5.4. Donc, on va faire 5.4. Je pense que ça va finir pour aujourd'hui. Et je vais vous laisser faire le 5.5 comme révision. OK, donc 5.4, on considère toujours un étage de compresseur tel que défini au problème 5.1 avec une vitesse de rotation de 20 000 RPM et un taux de compression de 1,4. Donc, pour augmenter le rendement et réduire la puissance consommée, on ajoute une série de déflecteurs qu'on appelle Inlet Guide Vanes ou IGV avant le compresseur, de telle sorte qu'à l'entrée du rotor, la vitesse absolue de l'écoulement est maintenant donnée par VA1 qui est égal à 150 mètres par seconde. Et là, on a ce 85 mètres par seconde qui est rajouté, qui est donné à l'aide du IGV. Donc, on demande alors d'évaluer comme précédemment. Donc, il s'agit de repasser un peu à travers les mêmes étapes et de commenter en même temps sur l'effet des IGV. Donc, c'est un peu l'équivalent de dire qu'on rajoute un stator avant le premier étage de compresseur. Et il existe aussi des variantes de ce dispositif-là. En fait, les angles peuvent être variables, donc encore pour augmenter ou s'adapter aux conditions. Donc, c'est sûr que quand l'avion est en phase de décollage, les vitesses sont plus faibles. Donc, l'angle optimal pour les IGV quand on est au décollage ou quand on est en vol de croisière ou si en phase d'atterrissage, ce n'est pas les mêmes angles. Donc, le fait d'avoir des IGV qui sont variables vient encore améliorer les rendements qu'on va voir. Donc, on va commencer comme ça ici. Et on va... ouais, c'est bon, on commence. Donc, ici, 5.4. Donc, 5.4. En fait, c'est la même chose que 5.1, mais on a VU1 qui est égal à 85 mètres par seconde. Donc, à partir de ce moment-là ici, donc on a toujours notre équation VU1 qui est égale à U, comme ça, moins VA1, tangente de alpha R1, comme ça. Et à ce moment-là, donc on va venir isoler alpha R1
Donc ça nous donne tangente inverse ici de U moins VR. U vers VU1 plutôt. Comme ça, divisé par VA1. Voilà. Donc déjà là, ici, ça va avoir un impact sur notre alpha R1. Donc ici, on peut le recalculer. En fait, c'est la même chose. On l'avait déjà par rapport à R moyen. Donc ça, c'était déjà calculé en 1. Donc, on peut le refaire rapidement ici. Donc, c'était 20 000 multiplié par 2 pieds. Comme ça ici. 0,220 plus 0,11. Comme ça ici, divisé par 2. Et donc là, ici, ça nous donnait 345,6 mètres par seconde. Donc ici, on va avoir alpha R1. Donc ça revient ici à dire alpha R1 va être égal à tangente. Donc tangente moins 1 de 345,6 moins 85 divisé par VA1, c'était 150. Voilà, 150. Et donc, c'est ici, ça va nous donner un angle de 60 degrés pile. Donc, 60 degrés pile. Donc, je vais remettre ça ici, juste pour... Donc, 60 degrés pile. Donc, on a vu qu'on est passé de 66 à 60. Donc, on est passé de 66,5 à 60, tout simplement parce que comme l'écoulement est déjà préorienté, donc on a besoin de faire moins de déflexion. Donc, ça veut dire que l'air en tant que tel rentre déjà avec un angle qui est favorable et ça fait que le rotor en tant que tel va être la puissance. En fait, là, on prédit déjà un peu l'avance, mais on va orienter, on va faire varier moins l'énergie, la quantité de mouvement angulaire à travers le rotor. Donc, on s'entend à ce que cela ait un impact sur la consommation d'énergie également. OK. Donc, ça ici, c'était notre alpha R1. Et un peu avec la même logique, on a alpha R2 comme ça ici. Donc, alpha R2, on avait dit que c'était cos. Oups. Cos moins 1 ici, de VA2 sur VR2, comme ça ici. Et on a également que VR2 est égal à 0,72. Donc 0,72 multiplié ici, 0,72 comme ça, multiplié par notre VR1. VR1. Et donc, à partir de là ici, donc on a VR1 qui est basé ici sur notre angle alpha R1 qu'on vient juste de calculer. Donc, VA1 sur cos alpha R1, comme ça ici. Donc, ça ici, je donne la réponse directe 300 mètres par seconde pour ça ici. Et donc, ici, votre VR2 ici va être égal à 0,72 multiplié par 300. Et donc, ça ici, ça vous donne 216 mètres par seconde. 216 mètres par seconde. Et au final, vous avez votre alpha R2 qui vous donne, c'est ici, ça va être cos moins 1 de VA2. Donc, VA2, on avait dit que la vitesse axiale était conservée. Et ici, on divise par 216.
216 comme ça ici. Donc ça ici, ça vous donne un angle de 46 degrés, comme ça ici. Donc ça, c'est, en fait, ça devient quand même intéressant parce que comme vous avez un angle plus faible, donc encore une fois, c'est ce qui va venir interagir ce qui va venir intervenir dans le calcul de puissance, c'est vraiment la variation de quantité de mouvement angulaire. Et cette variation de quantité de mouvement angulaire-là, elle est directement liée aux angles d'écoulement relatifs. Et donc là, ici, si vous voyez bien que le fait d'avoir juste donné un peu de vitesse, ça a réduit notre alpha R et ça a réduit le alpha R1. Donc, on est passé de 66 à 60 et notre alpha R2 est passé de 56 à 46. Donc, et là, voir c'est quoi l'impact là-dessus. Donc, je vais juste mettre en évidence les réponses. Donc, on a passé ici avec 60 et 46. Et maintenant, en B, si on fait notre calcul de puissance, donc dans notre calcul de puissance, ici, on va mettre en évidence que le débit massique du compresseur fois U fois V fois VA comme ça ici. Et ça ici, c'est multiplié par tangente alpha R1 moins tangente alpha R2, comme ça ici. Et voilà. Et donc, c'est ici, on peut passer à l'évaluation numérique. Donc, ça fait 25 multiplié par 3,45. 0,6 fois 150 multiplié par tangente de alpha R1, on avait dit que c'était 60. Comme ça ici, moins tangente de alpha R2, on avait dit que c'était 46. Comme ça. Et donc ça ici, ça va nous donner 905 kilowatts. Donc, ici, à ce stade-ci, on n'a toujours pas parlé d'un rapport, d'un ratio de pression ou quoi que ce soit. On dit juste qu'on veut réduire la vitesse au maximum que le critère de l'air nous permet. Et on veut savoir c'est quoi la puissance nécessaire pour y arriver. Donc, c'est essentiellement ça qu'on essaie de faire jusqu'à ce stade-ci. Donc, on avait le même critère, peu importe avec ou sans les IGV. Avec ou sans IGV, on a le même critère, c'est-à-dire que 72% de la vitesse. On a seulement 72% de la vitesse à la sortie du rotor, en vitesse relative. Et là, on s'aperçoit que si on y donne un angle, si on y donne un angle, on appelle ça un pré-throw, donc un pré-inclinaison, on réussit à réduire la puissance consommée au rotor. Donc ça devient extrêmement intéressant. Et donc, ça, c'est une question d'angle, une question d'angle au rotor. Et après ça, on nous demande l'efficacité de notre compresseur, en fait de l'étage du compresseur, donc T03S moins T01 divisé par T03 moins T01, comme ça ici. Donc là, ici, on a notre ratio P03 sur P01. On a T03S comme ça ici, T01 comme ça ici. Et là, on va avoir gamma sur gamma moins 1. Et T03F. Donc ça ici, ça nous donne T01 multiplié par le ratio P03 sur P01, comme ça ici. Gamma moins 1 sur gamma. Et on a tout ce qu'il faut pour venir évaluer notre température. Donc ici, on avait T01 qui était 256.
Le ratio de pression, donc c'est toujours 1,4. Et ça ici, c'est 1,4 moins 1 sur 1,4, notre exposant. Et on trouve une valeur de 281,8 Kelvin. Et donc, on a toujours notre T03 qui est égal à T02. Donc ça, on n'oublie pas ça ici. Et on va avoir ici la variation T02 sur T01. Ça, c'est égal ici, comme ça, à 1 plus U delta VU divisé par CP T01, comme ça ici. Et donc ça ici, comme ça ici, ça nous donne, en fait, on peut extraire notre T02. Donc T02, ça c'est égal à T01. Non. Donc T02 ici va nous donner T01 plus U delta VU sur CP, comme ça ici. Donc, à partir de là ici, on peut venir extraire notre VU2. Je vais voir si je n'ai pas sauté une étape. Non, ça c'est bien. Donc, on a besoin de VU2. On a besoin de... Ici, c'est le delta VU2. Hein, je vais peut-être juste mieux le réécrire, le mettre en évidence. Donc, c'est delta VU. Donc, ça va être le VU2 moins le VU1. Donc, VU2 moins VU1. Donc, calculons notre VU2. On a besoin de notre VU2. VU2. Donc, ça va être égal à U moins VA2, tangente de alpha R2, 346, 45, voyons, 345,6, moins 150, tangente de 46. Voilà. Et donc, ça ici, ça nous donne 190 mètres par seconde. Donc, ça ici, c'est notre VU2. Et avec cette équation-là ici, on peut mettre ça dans notre équation de TU2. Donc, je pourrais peut-être juste décaler ça un peu pour mettre en évidence qu'on a ça ici. Donc, T02, donc ça va être égal à 256, qui est notre T01, plus U 345,6, qui multiplie la différence de VU2, 190, moins 85, comme ça ici, divisé par 1005. Et donc, ça ici, ça va nous donner 292 Kelvin. Et donc, à partir de là ici, vous pouvez revenir évaluer le rendement. Et donc, le rendement ici, ça va être 281,8 moins 256 divisé par 292 moins 256. Et donc, ça ici, ça va vous donner un rendement de 0,72. Donc, contrairement à
63. On avait 63% et là, maintenant, on est rendu à 72% avec les IGV. Parfait. Et maintenant, si on continue avec la question D, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Tout est clair? Très bien. OK. Question D maintenant. Donc, on veut avoir la vitesse, le nombre de Mach basé sur la vitesse relative. Donc, nombre de Mach en 1 basé sur VR1, donc sur A1. Donc, c'est ici ce que ça nous donne. Donc, on calcule la vitesse du son. Ça, c'est assez similaire avec ce qu'on avait fait tantôt. Donc, gamma R T1, on prend la racine carrée de T1. Donc, T1, on l'obtient à partir de notre température de stagnation, donc V1 carré sur 2CP, comme ça. Et le V1 ici, donc V1 au carré, ça va être égal à VU1 au carré plus VA1 au carré. Voilà, et donc ici, ben, en fait, ça nous fait V1 qui est égal, ça ici je l'ai calculé, ça fait 85 au carré plus 150 au carré, et on prend la racine carrée de tout ça, et ça donne une valeur de 172,4 mètres par seconde. Maintenant, avec T1, si on évalue T1, ça nous fait 256 moins 172,4 au carré, divisé par 2 fois 1005. Et donc, ça ici, ça va nous donner une température T1 de 241,2. Donc ici, il faut faire attention d'inclure la vitesse tangentielle dans le calcul de V1. Initialement, V1 était seulement 150, là, maintenant c'est rendu 172. On a plus de vitesse. Quoique cette hypothèse est un peu discutable parce qu'on on continue à dire qu'on a une vitesse axiale de 150 mètres par seconde, malgré le fait qu'on a des IGV. Probablement que la vitesse aurait été réduite un petit peu, mais bon, c'est vraiment juste... on s'est dit qu'on rajoute une composante. Ici, le but de l'exercice, c'est de dire qu'est-ce qui arrive si on rajoute une composante tangentielle de vitesse et que le reste, toute autre chose étant égale. Donc, c'est un peu dans cette optique-là idéaliste qu'on se met avec ce genre de problème-là ici, avec ce genre de mise en situation. Donc, tout ça pour dire qu'on finit avec une température de T1 qui est égale à 241,2 et on peut calculer notre vitesse du son en 1. Donc, ça fait 1,4 fois 2,87 multiplié par 241,2 et on prend la racine carrée de tout ça. Parfait. Donc, ceci étant dit, ça nous permet de calculer notre nombre de Mach. Et le nombre de Mach ici va être égal à, ici, donc VR1. VR1, on l'avait déjà calculé, c'était VR1, 300 mètres par seconde. Donc, 300 mètres par seconde divisé par, oups, j'ai même pas donné le résultat ici. Donc, A1, c'était 311,3 mètres par seconde. Donc, ici, on divise par 300 mètres par seconde. Voilà. Donc, ça nous donne 0,96, comme ça ici. Voilà.
Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Tout est beau, tout est clair? Oui, monsieur, tout est clair et tout est beau. Parfait, merci. Donc, j'ai choisi justement de faire ce numéro-là ici pour mettre en évidence l'effet justement d'une composante tangentielle. Des fois, c'est en faisant varier juste un détail dans un numéro qu'on prend peut-être conscience des impacts à travers différentes équations. Je vous encourage à faire les autres exercices, évidemment, là. Mais c'est un peu à quoi vous allez avoir à l'examen. L'examen est pas tout de suite quand même, c'est dans quelques semaines. Mais Pour ça, monsieur, vous expliquez très bien. merci, c'est gentil. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, on n'a pas vraiment le temps en 12 minutes pour faire un autre exercice. Ce qui fait que je vous encourage fortement à faire le 5.5, qui est un peu dans la même lignée. Si vous n'avez pas d'autres questions pour moi, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vais rester en ligne quelques temps si vous avez des questions un à un. Probablement qu'on va je vais peut-être aborder le projet de fin de session un peu avant l'examen, juste pour vous donner une idée puis vous mettre un peu en contexte. Je ne veux pas que vous perdez votre focus ou concentrer votre focus sur le projet alors que l'examen va rester prioritaire. Mais peut-être juste pour vous mettre un peu en contexte. Et puis, il y a quelques lectures à faire, donc peut-être qu'on va déjà aborder un peu le sujet ce jeudi sur le projet. Le projet va être essentiellement de la turbine, mais il y a un peu de travail de compresseur aussi à faire. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'aborder le sujet du projet prochainement. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Donc, pour ceux qui veulent rester me poser des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon, pour les autres, je vous dis à jeudi matin. Merci, bonjour. Au revoir.